Merci à tous d'être venus. Je voulais savoir, pour commencer, s'il y avait des lead développeurs dans la salle. Ah oui, quand même. Et est-ce qu'il y a des personnes qui veulent le devenir? Ouais, ok, super, il y a pas mal de monde. Du coup, je voulais vous parler de ce métier-là. J'ai eu une expérience assez enrichissante, on va dire. J'ai eu l'opportunité de travailler sur un projet assez compliqué. Et du coup, je souhaitais partager cette expérience avec vous. Pour me présenter rapidement, donc, moi c'est Romain, je travaille chez Akeneo depuis 7 ans. Et Akeneo, c'est un éditeur logiciel, on fait un PIM. PIM, c'est Product Information Management. En gros, c'est un CRM pour gérer de l'information produit. Et du coup, je suis lead développeur depuis quelques temps. Un lead développeur chez Akeneo, qu'est-ce que c'est? On a un premier objectif, c'est d'organiser les workshops avec le product owner pour implémenter en fait une solution qui va correspondre à un besoin métier. Le second point, c'est de s'assurer la qualité technique en fait, du livrable, donc faire en sorte que les bonnes pratiques de programmation soient mises en place, s'assurer également qu'il n'y ait pas trop de bugs, que ce soit performant, que ce soit scalable, et également respecter les délais de livraison. On a un cycle de release particulier, et forcément, il ne faut pas que la fonctionnalité arrive 2 mois après, par exemple, la release. Ce serait dommage. Le rôle, il ne contient pas de management. Ça, c'est un autre poste. C'est le rôle d'un ce qu'on appelle engineering manager chez nous. Donc, je n'ai pas de management de mon équipe. Le contexte du projet. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails fonctionnels. Juste, je voulais mettre un petit peu de contexte, parce que vous allez voir que l'organisation, ça peut quand même impacter le travail derrière. Donc, on a une première solution qui s'appelle Franklin Librairie, qui est faite par une équipe qui s'appelle les Hedgehogs, les hérissons. Cette équipe-là, elle est basée à Tel Aviv. On a une deuxième application, As Franklin. Donc, c'est les Chipmunks qui s'occupent de cette application-là. Ils sont basés en France. Et la troisième application, c'est le nouveau projet Franklin Insights. Donc, c'est l'intégration d'As Franklin au sein d'Akeneo PIM. Donc, nouveau projet, nouvelle équipe, les belettes. Il y a un lead dev qui est junior, en l'occurrence, c'est moi. Il y a un product owner qui est junior également. Le product owner ne connaît pas le produit Akeneo PIM. Première petite contrainte. L'équipe est basée à la fois à Tel Aviv et en France. Donc, l'équipe de dev est en France. À Tel Aviv, c'est le designer et le product owner. Ça soumet déjà quelques problèmes de culture différente, de langues différentes. On n'a pas appris l'hébreu pour travailler. On est consommateur de As Franklin, lui-même consommateur de Franklin Librairie. Forcément, ces deux applications, elles ne sont pas en production, elles sont en staging. La release, elle est dans 3 mois, et c'est la feature la plus importante. On est d'accord, c'est pas le plus simple. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai râlé, j'ai boudé, j'ai grogné, j'ai acheté un mug. Non, c'est pas exactement ce que j'ai fait. Râler, ça sert à rien. J'ai communiqué les problèmes qu'il y avait sur ce projet-là au niveau de l'organisation. Et ça m'a permis aussi de switcher. On a 3 mois pour faire une release, ça sert à rien de passer son temps sur le négatif. Alors je dis ça, c'était facile. J'ai la chance, mon manager, je l'ai chambré juste avant, mais c'est quelqu'un que j'adore, que je connais depuis des années, et en qui j'ai totalement confiance. Je sais que si je suis dans cette situation-là, c'est peut-être qu'il n'a pas eu le choix, peut-être qu'il a fait une erreur. Moi, mes erreurs, elles sont tolérées, en fait, chez Akeneo. Je suis encore en poste, a priori. On verra. On me confirme que oui, ça va. Si mes erreurs sont tolérées, pourquoi moi je ne tolérerais pas celles de mon manager, de l'organisation? Donc, j'ai réussi à faire ce switch-là, c'est vraiment un point important. Ne perdez pas votre temps sur le négatif, ça va vous bouffer et vous n'allez pas réussir à avancer. Donc, point bloquant suivant, le product owner qui ne connaît pas l'application, c'est un petit peu problématique. On a demandé une formation fonctionnelle qui n'a pas eu lieu. Dans les faits, une formation fonctionnelle, à ce moment-là du projet, alors certes on est au début, mais la release elle est dans 3 mois, c'est trop tard. C'est trop tard, le temps de monter en compétence, ça va servir à rien.
j'ai pas beaucoup de solutions sur ce point. Je pense que ce que j'ai mal fait, en l'occurrence, c'est que j'ai pas assez aidé. Après, je pars aussi du principe que c'est pas au développeur ou au lead développeur d'aider le product owner à définir son scope. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué sur ce point. Hop. Le product owner, justement, il est responsable, en fait, de répondre à des besoins et prioriser ces besoins-là. Et par contre, l'équipe, elle, est responsable de construire une solution. Ça, c'est important, ça veut dire que les développeurs vont devoir participer à la construction de la solution et donc mettre un petit peu le nez dans le fonctionnel, comprendre ce qui se passe, discuter avec le métier. Pour ça, on a tout un tas d'ateliers. Donc ça peut être des discussions basiques sur tableau blanc ou juste autour d'une table. Les brainstorming, sortez tout un tas d'idées et vous verrez ce que ça donne. Ça peut être plus ou moins loufoque, c'est drôle des fois. Il faudra faire du tri. L'event storming, ça c'est un événement que j'aime beaucoup. C'est un atelier que j'aime beaucoup, pardon. L'idée, ça va être de définir un workflow global et d'en sortir des événements métiers. Ça va vous permettre derrière de teinter votre code davantage sur le métier. Ça va vous permettre également de définir un langage commun. À ce sujet-là, j'ai eu une anecdote un petit peu... Bon, ça a dû sans doute aussi vous arriver, mais on discutait avec un product owner et on utilisait le même mot. Moi, j'étais basé sur l'implémentation technique qui en était faite, et lui parlait en fait du besoin, en fait. Et on ne se comprenait pas, à chaque fois qu'on discutait, on ne parlait pas de la même chose. Donc c'est important de prendre ça en compte dès le départ. Un autre atelier qui est sympa, c'est l'UX grooming. Donc ça, c'est pour travailler avec les designers. L'idée, ça va être aussi que les devs, surtout les devs front, apportent leur expertise là-dessus. Et également, potentiellement, ça peut permettre de trouver des librairies, de commencer à penser le front par rapport à ce qui va être développé derrière. Et donc de simplifier le développement derrière. Un autre atelier que j'aime bien, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'example mapping. L'idée, c'est de partir d'une story et de trouver tous les use cases, tous les edge cases possibles. Et à partir de ça, ça va vous développer tous vos scénarios métiers et vous n'aurez plus qu'à implémenter. Ça évite de faire plusieurs allers-retours au cours du développement de la story. Choisissez le bon atelier. J'ai travaillé avec plusieurs PO, sur plusieurs features, dans plusieurs équipes. À chaque fois, c'est différent. Il faut trouver le bon atelier au bon moment, en fait. J'ai fait récemment un atelier d'event storming pour une fonctionnalité qui était technique. Ça n'a pas du tout marché parce que forcément, la product owner, elle n'était pas capable d'apporter ce besoin métier-là. Et c'était à moi, en fait, de l'aider sur ce domaine-là, en fait. Un autre cas également, c'était sur certains ateliers, il y a des personnes qui vont s'exprimer beaucoup plus facilement que d'autres. Du coup, ceux qui ont plus de mal à s'exprimer, ils vont beaucoup moins participer, ils vont rester en retrait. Pourtant, c'est dommage, en fait, parce qu'ils ont plein d'idées également. Donc, peut-être que faire des tours de parole, par exemple, ça peut aider sur ce genre de choses. Un autre souci que j'ai eu le malheur à un moment de dire ah, cette fonctionnalité-là, ça va demander du temps. Et notre product owner, en fait, si vous regardez, j'ai remis le schéma du projet, c'est que donc on a le product owner Léo qui est sur Franklin Librairie, au milieu on a le product owner Thomas qui est sur As Franklin, et sur Franklin Insight, on a à nouveau Léo. Léo, il s'est dit, si c'est compliqué à développer là, moi j'ai une autre équipe, je vais le faire là-bas, quoi. Et le PO Thomas, il s'est dit, mince, moi j'ai pas besoin de cette fonctionnalité-là, pourquoi j'investirais du temps là-dessus alors que j'en ai absolument pas besoin? Et donc ça a été compliqué, quelques semaines, puis il y a eu les vacances, et puis on s'est retrouvés, les 3 lead développeurs de chaque projet, à discuter tous ensemble et à définir comment ça allait communiquer. Et à aucun moment on s'est posé la bonne question. La bonne question, c'est qui est-ce qui est responsable de quoi? Et c'est certainement pas juste au tech, en fait, de définir ça. Il y a une dimension qui peut être, qui est fonctionnelle et qui peut même être marketing. Peut-être que le produit se vend mieux si c'est fait à ce niveau-là. Ça, c'est mon plus gros regret. Je suis intimement persuadé qu'on a fait le mauvais choix que j'ai fait le mauvais choix, en l'occurrence, sur cette décision. C'est dur après de revenir en arrière et on traîne ça pendant quelques temps.
Après, il y a eu plein d'autres choses qui se sont bien passées, rassurez-vous. Voilà. Après tout ça, il restait une dernière question, c'est « Ok, mais on a une release de prévu. Est-ce que ça va passer ?» J'ai pas toutes les stories à ce moment-là. Il n'y a quasiment aucun edge case de listé. On a juste les scénarios nominaux. Il y a des nouvelles décisions qui viennent d'être prises. On est consommateur également des autres applications. Du coup, il va falloir aussi savoir quand est-ce que celles-ci vont être prêtes. Donc, pour pallier à ce manque de visibilité, j'ai défini le workflow global. Donc ça, c'était déjà plus ou moins fait avec les API, mais on a continué à creuser ce domaine-là en interne. Enfin, j'ai continué à creuser ça en interne. J'ai clarifié les edge cases. Il en manquait sans doute encore après, mais j'en avais déjà davantage et ça me permettait d'avoir plus de visibilité. Et à partir de ça, j'ai estimé, grosso modo, le temps nécessaire à la réalisation. Et ça passait pas, on a décalé la release. Ça, je suis très content d'avoir réussi à faire ça, puisque ça ne passait pas, mais c'est très compliqué d'aller dire... Enfin, j'ai trouvé ça très compliqué d'aller dire faut qu'on décale, c'est la feature la plus importante, ok, mais là, c'est pas possible. Par contre, au-delà de ça, j'ai très mal travaillé parce que j'ai travaillé tout seul. C'était les vacances, certes, mais à aucun moment j'ai inclus mon équipe dans mon travail. Et du coup, malgré moi, j'ai imposé ma solution à l'ensemble de mon équipe. C'est quelque chose contre lequel je lutte un peu au quotidien. Et là, ben voilà, ce qui s'est passé quand on travaille comme ça au fil de l'eau. Et l'autre effet négatif, c'est que je suis devenu leur référent. C'est-à-dire que ça les a éloignés du product owner, puisque moi, j'avais créé les cartes, et du coup, c'était moi leur référent à ce moment-là. Si vous ne pouvez pas décaler la release, il y a d'autres solutions qui s'offrent à vous. Ça va être d'enlever des fonctionnalités en fait, en priorisant, en demandant à votre product owner de prioriser. La valeur d'une fonctionnalité, c'est sa valeur métier, moins son coût de développement. Je sais que les développeurs n'aiment pas beaucoup estimer. Malheureusement, c'est nécessaire pour la priorisation. Vous n'êtes pas responsable du temps dont vous avez besoin pour développer une feature. Ça ne sert à rien de réduire le coût parce que vous avez envie de le faire ou parce que vous voulez faire plaisir à votre product owner. Ça ne sert à rien. Le temps que vous avez besoin, il est comme ça et pas autrement. En revanche, voilà, vous êtes responsable d'estimer ce temps-là parce que c'est certainement pas votre product owner qui va pouvoir le faire. Ou sinon, vous risquez d'avoir quand même des problèmes pour le temps de développement. À vous de voir. Alors moi, j'ai une technique. Ça reste entre nous, par contre. J'ai une technique qui est pas mal pour estimer. Si ça sort d'ici, je saurais que c'est vous. Le plus important dans l'estimation, c'est de savoir que vous allez vous tromper, en fait. C'est imprédictible. En revanche, il faut se tromper le moins possible. Donc, non, je n'utilise pas le lancer de dés. En vrai, on a plein de façons d'estimer, ne serait-ce que par du temps, simplement, en jours, en mois, en semaines. L'agile a introduit la complexité, t-shirt sizing, Fibonacci, je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent. On peut aussi comparer des fonctionnalités, proposer de faire ces deux fonctionnalités-là en un mois plutôt que celle-ci. À vous de voir ce qui matche le plus avec votre product owner. Sur les derniers projets, en l'occurrence, je faisais une estimation très grossière, on va dire, en semaine pour l'équipe. Et je rajoutais une confiance dans l'estimation. C'est-à-dire que si on touche à des briques qui sont un peu legacy ou dangereuses, que je ne maîtrise pas, on diminue un petit peu la confiance. Une autre manière, ça peut être de découper en plus petites tâches ou alors de faire des POC. Alors le POC, c'est pas un kiff, genre on va toucher à cette nouvelle techno, voilà. Il y a un but derrière ça. Le but, c'est de valider une solution technique, c'est d'être capable d'estimer derrière le coût de développement et aussi d'en sortir les avantages et les inconvénients. Et surtout, ça doit être time-boxé. Pourquoi ça doit être time-boxé? J'ai une expérience à ce sujet. Il y a eu un projet où, en quelques jours, un POC a été fait, puis il y a eu 3 semaines de continuité. Les avantages inconvénients ont été présentés, mais n'étaient pas compréhensibles.
Et moi, de mon côté, j'ai aussi présenté quelque chose, et en fait, en 3 jours, c'était développé. Donc on avait passé plus de temps à faire un POC qu'à réaliser vraiment quelque chose qui correspondait aux besoins métiers. Donc attention à ça. Le but d'expliquer son choix, les avantages et les inconvénients, c'est que effectivement, c'est l'équipe, c'est les techs en fait, qui définissent la stack technique. En revanche, c'est le product owner qui définit combien de temps il veut investir sur telle ou telle fonctionnalité. Donc c'est important qu'il comprenne ce qui se passe, il a un droit de regard là-dessus. Dernier point dont je voulais parler avec vous, c'était l'une de mes plus grandes peurs en fait, quand j'ai commencé le métier de lead dev, c'était de ne pas être à la hauteur. Il y a Frédéric qui parlait du syndrome de l'imposteur hier, je pense que j'étais en plein dans cette phase-là. Et avec certains teammates, il y en a 2 d'entre eux notamment qui m'ont proposé une architecture technique qui était très bien, mais sur laquelle seulement une personne en fait, avait eu une vraie expérience professionnelle. Sur les 5 autres développeurs, personne n'a eu la moindre expérience personnelle ou professionnelle là-dessus, on avait juste une formation 1 an avant. Du coup, s'engager là-dessus, c'est pas forcément facile. Néanmoins, je savais que techniquement c'était la bonne solution, que ça permettait à toute l'équipe de monter en niveau, qu'on allait se faire plaisir quand même, et que pour l'avenir, c'était quand même mieux. Donc, je suis sorti de ma zone de confort et j'ai fait ce choix-là. Et ça a bien marché. Et je vais finir là-dessus, justement. Je pense que c'est le plus important, c'est que je pense vraiment que le lead développeur, ce n'est pas le meilleur tech. Vous allez toujours rencontrer des personnes qui vont être meilleures que vous dans un domaine. L'idée, c'est vraiment de vous appuyer sur votre équipe et d'en sortir le meilleur. Voilà, c'est tout pour moi.